Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont branchés. En fait, quand on a lancé l'invitation lundi, je m'étais dit, ah, ça va être bien s'il y a 50 personnes qui s'inscrivent. Finalement, on a plus de 500 inscriptions. Il y a encore des inscriptions en ce moment qui semblent être en train de rentrer. On me demande combien de temps prévu. Officiellement, c'est 60 minutes. Par contre, je vais être disponible par la suite pour répondre à toutes les questions qui n'auraient pas été répondues durant la conférence. Donc, ça, il n'y a aucun enjeu de ce point de vue-là. Maintenant, je voudrais remercier un ensemble d'intervenants qui m'ont aidé à répandre la bonne nouvelle, que je peux dire ça comme ça, notamment Cégep La Pocatière, l'Ordre des CRHA, le RCCAQ, Sage Mentorat, Femmes et Sort, Innovsa, Recherche EPE et Tactica également. Donc, merci à tous ces gens-là. Merci également à vous d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas maintenant, je vais me présenter un peu plus. Moi, c'est Jean-Philippe Racine et il y a un élément particulier qui est survenu en 2001 quand j'ai commencé ma carrière. C'est qu'il y a un soir, je suis rentré à la maison et je me suis aperçu que mon écran d'ordinateur était déjà allumé. Et bien, c'était pas juste que l'écran était allumé, c'était aussi que la souris était en train de bouger et que les dossiers étaient en train d'ouvrir. Donc, clairement, je m'étais fait pirater. Ça m'a quand même pas mal traumatisé. Là, je commence l'enquête, je tire le fil en arrière de l'ordinateur, qui a rentré dans mon ordinateur, depuis quand, et surtout à quoi cette personne-là a accédé. Comme je le disais, j'ai resté un peu traumatisé de cet événement-là, faisant en sorte que j'ai voulu me spécialiser là-dedans. J'étais technicien en 2001, technicien en informatique. Et là, j'ai commencé à étudier spécifiquement à la sécurité, fait plein de certifications, des études là-dedans, pour un jour devenir en quelque sorte le Superman des organisations. Je me suis lancé officiellement à titre de spécialiste en sécurité pour aider tout le monde. Mais je vais vous l'avouer, je suis quand même resté un petit peu parano, là. Je prends presque plus de pilules à cause de cet événement-là. Par contre, ma conjointe, elle trouve ça bien compliqué de se brancher sur le Wi-Fi à la maison. J'essaye de ne pas être un cordonnier mal chaussé, disons. Tout ce cheminement-là a fait en sorte que j'ai créé l'entreprise Groupe CyberSWAT il y a maintenant bientôt 5 ans, dont la mission est de contribuer à la pérennité des entreprises en protégeant leurs informations les plus critiques. Nous, c'est plutôt des services aux entreprises qu'on offre, mais dans le contexte particulier d'aujourd'hui, c'est certain qu'il y a une grosse partie de la conférence qui s'adresse aux gens à la maison et surtout les gens qui ont un emploi et qui doivent travailler à distance. Ultimement, nous, on contribue également à protéger les gens parce que les entreprises détiennent beaucoup d'informations sur les organisations, excusez-moi, sur les employés et sur les clients. Notamment, on peut penser au vol massif de données qu'il y a eu concernant les profs du côté de l'éducation. Ça l'a fait les manchettes récemment, dont il y a plus de 50 000 enseignants qui sont touchés par ce vol de données-là. Et même 400 enseignants qui ont été officiellement affectés, qui ont porté plainte suite à un vol d'identité. Et sûrement que ce nombre-là va augmenter avec les prochaines semaines et mois. Pour donner un exemple, on a Mathieu Coder qui a fait les manchettes au Journal de Québec, qui a eu une dette qu'il n'a pas contractée de 12 000 et ça y a pris des mois de procédure pour réussir à faire effacer cette dette-là. Là, tout ça maintenant nous amène au fameux contexte du COVID-19 qui chamboule toutes nos habitudes comme telles. Et déjà, les pirates se sont ajustés à ce phénomène-là. Il y a maintenant des sites malveillants qui incitent les gens à installer des logiciels, notamment, pour suivre la propagation du virus. Bien sûr, ça, c'est des faux sites
sur lesquels il ne faut pas aller pour éviter, notamment ces virus-là installaient un logiciel permettant de récupérer les mots de passe. Donc, si vous utilisez en même temps votre poste de travail pour le bureau, ben, ça pourrait voler les mots de passe de votre employeur. Il y a également des virus qu'on appelle des rançongiciels, ceux qui prennent les données en otage et qui demandent une rançon. Ben, il y en a spécifiques dans le contexte du COVID-19 qui demandent, par exemple, 100 $ pour récupérer les données. Et ça a d'autres impacts, comme il y a un site que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est entretenu par Google, qui permet de voir c'est quoi le volume de sites d'hameçonnage qui est détecté et bloqué par Google. Et en date de la mi-février de cette année, là, sur ce graphique-là, on voit le cheminement de 2007 plutôt jusqu'à 2019-2020. Puis en février, on était environ à 40 000 nouveaux sites Internet détectés par les outils de Google par semaine, qui est malicieux dans le fond. Bien, début mars, à peine 2 semaines plus tard, on est passé à plus de 100 000 par semaine des nouveaux sites qui sont détectés. Et là, maintenant, rendu à la mi-mars, on est proche d'atteindre 200 000 sites d'hameçonnage qui fort probablement sont grandement dédiés à tromper les gens dans le contexte du COVID-19. Et bien, ce n'est pas juste sur les sites Internet, ça peut également, les risques d'hameçonnage, être sur les téléphones. Ça, c'est exactement un imprime-écran d'une des connaissances qu'il a reçues. Dans ce contexte-ci, c'était pour payer le permis. Ça a donné que cette personne-là venait de recevoir sa lettre pour payer son renouvellement de permis. Mais là, la prochaine chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il va y avoir des faux textos, des faux courriels en lien avec les programmes d'aide du gouvernement qui sont annoncés en ce moment. Fait que ça, je vous invite à être particulièrement attentif à ça. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est que soit vous à la maison ou les entreprises aient un faux sentiment de sécurité. Juste avant même le déploiement du présent virus, il y avait, par exemple, un rançongiciel qui a affecté une entreprise de télémarketing et suite à quelques semaines de gestion de ce rançongiciel-là qui demandait une rançon puis qui avait pris en otage les données, ben, ils ont dû mettre à la porte les 300 employés. Ça, c'est une entreprise du côté des États-Unis. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand il y a des virus de ce type-là qui affectent les organisations, déjà avant, il y avait des problèmes de liquidité potentiels. Puis là, quand on ajoute à ça les difficultés financières que les entreprises vivent dans les présents jours, ça va juste exacerber le problème si jamais il arrive quelque chose, d'où l'importance d'éviter que ça arrive. Je parlais de faux sentiments de sécurité. Il y a une étude récemment qui est sortie qui parlait des pays les plus et moins sécuritaires. Heureusement, du côté canadien, on s'en est quand même bien tiré dans ce palmarès-là. On était dans les plus sécuritaires, mais malgré ça, on indiquait dans l'étude qu'il y avait un taux d'infection des virus sur mobile de 4 % au Canada. Donc, étant donné qu'on est déjà plusieurs centaines branchés ici en ce moment, ben, on peut prendre pour acquis qu'il y a au moins une vingtaine de personnes peut-être qui ont des virus en ce moment sur leur mobile. Concernant les ordinateurs, on parle de 10 %. Ça, c'est parce que notre pays se classe bien. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête quand on pense aux faux sentiments de sécurité. Par contre, dans le contexte du télétravail, ce n'est pas juste ça qui nous guette. Donc, on n'a rien qu'à penser que parfois les employés également d'une entreprise peuvent être responsables d'une fuite de données, notamment dans le cas des Jardins, qui au début c'était 2,9 millions de membres, mais maintenant ça a augmenté de beaucoup là, par la suite. On peut penser aussi au cas de Revenu Québec, qui, au début, on ne savait pas si c'était criminel ou pas, mais au mois de janvier dernier, on a su que le DPCP, justement,
portera pas d'accusation criminelle à l'employé qui avait sorti de l'information. Bien sûr, on peut constater que c'était fort probablement contraire aux règles établies dans l'organisation. Donc, en date d'aujourd'hui, ça va être un élément important de la gestion de bien communiquer aux employés en contexte de télétravail, qu'est-ce qui va être permis de faire et qu'est-ce qui ne sera pas permis de faire. Et souvent, ça, c'est en fonction de la sensibilité de l'information. Et tout ça fait en sorte que les impacts peuvent être très grands en ce moment pour une organisation qui gérerait pas adéquatement sa cybersécurité. C'est sûr que le volet humain, garder les gens en santé, tout ça est super important, c'est la première priorité, mais par la suite, il faut penser au volet cybersécurité. Maintenant, on voit dans les journaux que les fonctionnaires utilisent leur ordinateur personnel pour travailler, qui, dans plusieurs cas, ça serait considéré interdit en temps normal. Ça met à risque la sécurité de l'information, mais en même temps, on est dans une situation exceptionnelle. Donc, il faut trouver le juste compromis. Le présent événement fait en sorte qu'on a vraiment des achats de masse de laptops, d'ordinateurs portables. Dans un premier temps, on peut se demander est-ce que la chaîne d'approvisionnement va tenir? Est-ce que les gens vont être en mesure de déployer rapidement l'ensemble de ces dispositifs-là? Je l'espère bien. Par contre, il va falloir se poser des questions. C'est quoi le niveau de sécurité qu'on va appliquer sur ces laptops-là? C'est quoi le niveau de sécurité qu'il faut appliquer sur les dispositifs à la maison quand les gens vont travailler à distance? Est-ce qu'on veut même le permettre, dans le fond? Donc, c'est quoi faire? Quoi faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'y était pas préparé, puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Donc, un premier volet, on va regarder ce qu'un employé doit faire pour minimiser les risques quand il va travailler depuis la maison. Et dans un deuxième temps, on va regarder ce qu'un décideur doit évaluer pour diminuer les risques pour son entreprise. Maintenant, on va faire un petit vote. Je ne vous ferai pas voter à savoir c'est qui votre président américain préféré. Par contre, je vais avoir une question pour vous. Et il y a une fenêtre qui devrait apparaître dans les prochaines secondes. Et cette question-là, c'est l'ordinateur qui est utilisé pour le télétravail en ce moment. En passant, le sondage est anonyme. Donc, quel ordinateur vous utilisez pour le télétravail? Est-ce que c'est un poste personnel? Est-ce que c'est un poste corporatif? Ça se peut que ce soit les deux. Et il y a un pourcentage peut-être qui ne sont pas autorisés à travailler à distance. Donc, il y a également cette possibilité-là. Maintenant, j'appuie sur « Partager ». Donc, vous devriez voir en ce moment les résultats. Donc, il y a 15 %, c'est plus un poste personnel, 59 % un poste corporatif, 19 % les deux et pas de télétravail autorisé, 7 %. Une grosse partie des trucs et astuces aujourd'hui quand même sont axés davantage sur les postes personnels, mais c'est tout le temps les mêmes enjeux. Donc, ce que je vais partager va également s'appliquer sur les postes personnels que sur les postes corporatifs. Quand je vais tomber dans le volet gestion, là, assurément, ça va concerner davantage les postes corporatifs. Maintenant, si on continue, donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on a accès seulement à un ordinateur personnel? Ce qui est important dans les prochaines directives que je vais donner, c'est qu'il va falloir appliquer ça sur tous les dispositifs de votre foyer. Donc, c'est pas ce que je vais parler, ce n'est pas uniquement sur les dispositifs sur lesquels vous allez travailler à partir de votre poste, parce que si jamais il y a une compromission d'un autre ordinateur, de celui des enfants, par exemple, ça pourra avoir une influence sur votre propre poste de travail. Donc, autant les téléphones que les iPads et ordinateurs. Premièrement, concernant les postes Microsoft, c'est Windows 7, à savoir, il n'est plus supporté depuis le 14 janvier.
Donc, si vous avez encore un poste Windows 7, ça serait à proscrire, surtout dans l'utilisation, mais il ne faudrait même pas qu'il puisse se brancher à votre réseau à la maison. C'est la même chose si vous avez encore, malheureusement, un Windows XP ou un Windows Vista. C'est des postes très à risque. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité. Pour ce qui est de Windows 8 et Windows 8.1, c'est toujours correct, ainsi que Windows 10. C'est vraiment les plateformes à prioriser du côté de Microsoft. Pour ce qui est macOS, ben, à ce moment-là, c'est plus les versions 10.13 et plus qui sont encore supportées. Donc, High Sierra, Mojave et Catalina. Un des éléments clés maintenant à faire sur chacun de vos postes de travail, ça va être de vérifier que les postes sont à jour, autant du côté Mac que Microsoft. Mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je vais peut-être parler un petit peu plus du volet Microsoft. Du côté des virus, on me pose, pas des virus, mais des antivirus, on me pose souvent la question si Windows Defender, qui est intégré à Windows 10 notamment, est-ce que c'est assez? C'est certain, la première chose, si vous n'avez aucun antivirus, moi je m'assurerais qu'il est effectivement actif. Vous pouvez taper dans la zone de recherche Windows Defender dans Windows pour aller valider dans les menus s'il est actif ou pas. Sinon, je vais quand même vous conseiller d'avoir un antivirus d'installer. Et surtout, ne faites pas une recherche de type antivirus gratuit, parce que dans le contexte actuel, il y aurait des bonnes chances que vous tombiez sur un faux site qui vous fait plutôt installer un virus qu'un antivirus. Donc, dans les trucs concrets que je pourrais vous partager, aujourd'hui, ça serait d'aller sur un site comme AV-Test qui teste régulièrement des antivirus et tous ceux-là sont des antivirus légitimes. Donc, vous pourrez regarder en fonction de la plateforme que vous avez à la maison, laquelle vous préféreriez utiliser. Ça, c'est dans un contexte à la maison. C'est certain que si votre employeur a des produits d'antivirus, puis que vous auriez l'autorisation de l'installer sur votre poste de travail. Donc, ça pourrait être une option alternative. Un autre élément clé aussi va être de créer un code utilisateur indépendant pour faire vos tâches liées au travail. Donc, comme ça, vous ne partagerez pas votre compte avec les autres personnes de votre famille. Et un élément important, ça va être que le compte il ne doit pas être un administrateur. Donc, au moment de créer le compte, ça va être un utilisateur normal et c'est un autre compte qui va être le compte administrateur. Ce que ça permet, notamment, si un jour vous attrapez un virus, bien, ça pourrait empêcher le virus de se déployer complètement sur votre poste et il ne pourra pas prendre le contrôle total, à moins de certains cas particuliers. Un autre élément clé, bien sûr, ça va être un choix adéquat du mot de passe du compte que vous venez tout juste de créer. Là, je n'irai pas dans tous les trucs, de l'énumération de tous les trucs, mais plus de 8 caractères et même plus souvent, qui est difficile à deviner, etc. Donc, ça, vous pouvez faire une recherche sur Internet sur les trucs pour avoir un bon mot de passe, mais il ne faut pas que vous ayez à partager votre mot de passe, notamment. Ça va être un autre des éléments clés pour protéger les actifs de votre employeur. Un autre élément aussi à faire attention avec le mot de passe, ça va être de faire la distinction entre ce que vous utilisez pour votre vie personnelle versus la vie au travail. Parce que souvent, il va y avoir des cas où on fait affaire avec un fournisseur du côté de la vie personnelle, que ce soit LinkedIn, par exemple, c'est un peu plus professionnel, mais qui n'est quand même pas un outil officiel professionnel. Donc, LinkedIn qui s'est fait voler sa base de données en 2016. Et après ça, les pirates prennent ces mêmes mots de passe-là qu'ils ont trouvés sur LinkedIn ou sur Yahoo pour ensuite les essayer dans le contexte du travail où ce que vous êtes en ce moment. Donc, élément important, séparer ces types de mots de passe-là. Ensuite, les questions que je reçois souvent aussi d'utilisateurs, c'est à savoir
est-ce que je dois enregistrer ou pas mes mots de passe dans mon navigateur? Puis là, on va peut-être se concentrer un peu plus aujourd'hui sur les mots de passe de votre employeur. Fait que là, vous avez créé votre utilisateur, il n'est pas administrateur, et là, ben, vous vous branchez sur le site corporatif à distance. Ben, ça serait à éviter pour les accès sensibles. C'est certain que si c'est pour accéder à des documents publics, il n'y aurait pas d'impact, c'est peut-être pas si pire. Mais pour tous les autres accès, on va vous inviter à vraiment avoir à taper, oui, votre utilisateur mot de passe à chaque fois. Si jamais vous auriez déjà enregistré certains de ces mots de passe-là et que vous voulez les effacer, si vous utilisez Google Chrome, vous allez à cette adresse-là dans Chrome Settings Passwords et là, vous allez voir la liste de l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés et vous pourriez configurer, si vous voulez que Chrome vous propose ou pas, également de sauvegarder le mot de passe. Si vous êtes plutôt un utilisateur de Edge, c'est la même chose. Ici, on voit à droite Save Password qui est à on, mais on pourrait le désactiver par défaut pour éviter d'avoir le réflexe d'enregistrer les mots de passe de ses employeurs sur notre poste de travail. Puis d'ailleurs, tantôt dans le sondage, on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un poste de travail corporatif. Ça demeure, de mon point de vue, quelque chose qui est quand même déconseillé, à moins, bien sûr, d'utiliser un outil de gestion de mots de passe. Ça, il y a plusieurs outils qui existent, mais ici, bon, je vous en propose deux. Un qui est plus axé sur une installation locale quand vous voulez gérer vos propres mots de passe. Par contre, je ne conseille pas d'utiliser ce type d'outil-là avec d'autres collègues. Quand on veut utiliser plus dans un contexte corporatif, ben là, on est peut-être dans un type comme LastPass qui peut s'utiliser à distance puis qui a des fonctionnalités, même si c'est déconseillé de partager son mot de passe s'il arrive des contextes. Ben, il y a des fonctionnalités de partage de mots de passe puis qu'on conserve la trace de tout ça. Il existe d'autres outils également pour la gestion des mots de passe. Et ici, là, vous avez des liens que vous pourrez recevoir par la suite sur des sites, soit sur des outils de gestion de mots de passe hors ligne que vous installez localement sur votre poste ou bien un outil dans le cloud. Par contre, un élément qui va être important de faire, ça va être de protéger vos différents comptes d'accès si ce n'est pas déjà fait, autant personnel que corporatif, avec l'authentification qu'on appelle en 2 étapes. Et quand je parlais de l'outil LastPass, ben, si vous commencez à utiliser cet outil-là, il va falloir le protéger par l'authentification en 2 étapes. C'est quoi l'authentification en 2 étapes? Ben, ça peut être ben, on va combiner quelque chose que vous savez, donc votre mot de passe, avec quelque chose que vous possédez. Ça peut être un type de clé USB, comme vous voyez à l'écran en ce moment, mais ce qui est devenu très populaire dans les dernières années, c'est plutôt des applications qu'on va avoir sur son téléphone qui vont générer un code qui change à toutes les minutes ou aux 30 secondes. Là. Donc, il existe le Google Authenticator, notamment, qui est très populaire, et le Microsoft Authenticator. Donc, si vous êtes, disons, avec la suite Office 365 d'une manière corporative, le Microsoft Authenticator pour avoir ce code-là qui est généré à toutes les minutes, c'est quelque chose qui peut être disponible, mais ça dépend du niveau de licence de votre employeur. Fait que c'est certain, je vous amène à contacter vos gens du côté de l'informatique, à savoir est-ce que c'est une fonctionnalité que vous êtes en mesure d'activer ou pas dans votre organisation. Et si vous êtes plutôt du côté des décideurs, c'est certain que je vous invite à permettre à vos employés d'utiliser ce type d'authentification-là. Donc, pourquoi c'est si important? C'est que justement, si un jour il y a un virus qui vole le mot de passe de votre employé, il va falloir aussi qu'il y ait un contrôle sur le téléphone et voit c'est quoi le PIN qui apparaît à ce moment-là. Donc, ça devient beaucoup plus complexe pour un pirate et ça diminue beaucoup le niveau de risque de l'organisation.
Il y a un autre moyen aussi qui est parfois utilisé pour l'authentification en 2 étapes, qui est par SMS. Donc, on reçoit un texto avec un code. En dernière nécessité, là, si c'est le seul moyen pour avoir l'authentification en 2 étapes, c'est correct d'avoir ça. Par contre, il y a certains risques liés à ça. Notamment, il y a des gens qui pourraient tenter d'usurper votre identité chez un fournisseur de services cellulaires, par exemple, et réussir à faire rediriger les textos vers son propre cellulaire à lui. Donc, c'est mieux que rien, mais on va préférer les applications comme Google Authenticator et le Microsoft Authenticator. Pour ceux qui utilisent plusieurs outils dans le cloud, sachez qu'il existe un site qui s'appelle twofactorhot.org qui permet de valider si les sites qu'on utilise, puis là-dessus, ça entrecroise plusieurs outils corporatifs, fort probablement, dans vos organisations. Donc, s'ils offrent le service d'authentification à 2 facteurs. On peut faire une recherche. Par exemple, ici, j'ai fait une recherche avec le mot Desjardins et on voit que le service d'authentification à 2 facteurs est offert, soit par SMS ou avec un token, là, plus spécifiquement dans leur contexte. C'est l'application qui est installée sur notre téléphone qui va générer le code au moment de l'authentification. C'est quand même nouveau, là. Ça ne fait pas une éternité qu'il l'a du côté des jardins, fait que c'est une bonne nouvelle. Et si vous êtes dans une organisation du côté de la comptabilité notamment, puis que vous accédez aux informations bancaires de votre organisation, c'est certain que je vous invite à aller configurer l'authentification à 2 facteurs. C'est la même chose pour Office 365, comme je le disais, LinkedIn, puis là, allez faire la recherche sur ce site-là pour voir si vos outils corporatifs sont touchés positivement de ce côté-là. Une autre préoccupation à avoir, c'est du côté du Wi-Fi. Là, on a peut-être plein de configurations Wi-Fi au bureau, mais là, maintenant, ça se pourrait qu'on se branche sur le Wi-Fi à la maison dans ce cas-ci. Donc, on va vouloir sécuriser notre Wi-Fi à la maison pour éviter que le voisin ou le gars dans la rue à côté qui essaye de nous pirater puisse rentrer. Un des éléments clés, c'est, là, vous pourrez peut-être demander à un de vos collègues, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, mais est-ce que mon Wi-Fi est configuré avec le protocole WPA2? Il y a WPA3 qui commence à arriver, là, mais c'est plutôt WPA2 qui est en utilisation en ce moment, qui va chiffrer les données adéquatement puis empêcher qu'on puisse récupérer le mot de passe. Par la suite, on va se poser la question, est-ce que mon mot de passe Wi-Fi est suffisamment complexe? Souvent, ça va être au moins 12 caractères et pas une suite de mots qui est facile à savoir, là, avec le nom des enfants, par exemple. On va y aller avec quelque chose qui est difficile à deviner. Et c'est mieux quasiment d'avoir un mot de passe plus long que complexe. Entre les deux, là, il va être beaucoup plus difficile à trouver s'il est 16, 30 caractères, par exemple. De toute manière, on le configure une fois, puis après ça, c'est enregistré sur notre poste. Donc, c'est pas si mal de le taper une fois. Est-ce que, on va se poser, c'est quand qui a été changé la dernière fois? Est-ce qu'il y a 12 voisins à côté qui sont venus et qu'ils savent tous c'est quoi notre mot de passe? Donc, on va le changer pour s'assurer qu'eux autres ne peuvent pas se brancher puis essayer d'accéder au poste corporatif ou à notre poste de travail qu'on utilise pour le bureau. Est-ce que il y a certains routeurs Wi-Fi, puis ça, c'est à valider dans vos configurations, qui permettent d'avoir des Wi-Fi séparés. Moi, c'est ce que je fais à la maison. Donc, c'est quelque chose à valider. La complexité du mot de passe de la console administrateur, c'est également quelque chose qu'il va falloir valider. Ça, c'est quand on va faire toutes les configurations de notre Wi-Fi puis décider du mot de passe. Bien, lui aussi, on ne veut pas que ce soit admin. Et il y a également des mises à jour de routeurs. C'est certain que si vous êtes avec un fournisseur de services comme Vidéotron ou Bell, puis que le routeur Wi-Fi est offert par eux, ça se peut que ce n'est pas vous qui contrôlez cette partie. Mais si vous avez un Linksys ou autre dispositif que vous avez acheté dans un magasin, là, vous allez avoir le contrôle. Un autre des éléments clés, ça va être la sécurité du téléphone intelligent que vous utilisez.
qui a peut-être accès au courriel de l'entreprise ou bien a accès à d'autres ressources aussi. Là, ici, ça se peut autant que ce soit un dispositif personnel ou un dispositif corporatif. Ici, on va regarder les précautions que vous devriez avoir. Dans tous les cas, c'est possible que votre employeur applique certains de ces éléments-là. Si jamais il y a justement des décideurs qui ont une flotte de téléphones assez importante et qui n'ont pas d'outils pour gérer l'ensemble des téléphones, ben voici des exemples de règles qu'il faudrait appliquer pour sécuriser ceux-là. Donc, le PIN, c'est sécuritaire. Un PIN à 4 chiffres, c'est bien facile à voir. Donc, ça n'est pas considéré suffisamment sécuritaire. Il y en a beaucoup aussi qui utilisent le pattern. C'est facile pour quelqu'un qui est juste en arrière d'aller voir c'est quoi le pattern qu'on est en train de rentrer. Puis même nos enfants quasiment sont capables de deviner ça. Donc, normalement, on va plutôt opter pour des mots de passe au moins à 6 caractères localement sur le téléphone. Puis des fois, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient un compromis pour un PIN à 8 chiffres. C'est déjà pas mal mieux qu'un PIN à 4 chiffres. Eh bien, l'utilisation aussi d'une empreinte digitale pourrait être intéressante. Comme ça, on a besoin de taper notre mot de passe moins souvent. Donc, oui, il est long, mais on le tape moins souvent. Là, il y en a qui vont dire, OK, mais il y a des preuves sur YouTube qu'on peut faire des copies de doigts. Là. Mais bon, dans le contexte, on fait ce qu'on peut. On est en mode urgence. Il faut trouver le bon compromis acceptable. Sur le téléphone, va bien sûr se poser la même question. Ça prend un antivirus. Puis, c'est pas parce que c'est un iPhone qu'il n'y a pas de virus là-dessus. Donc, soit un outil qu'on parlait de AV testing, là, qu'on peut utiliser depuis ce site-là, soit la solution qui est proposée par votre employeur. Maintenant, on ne prêtera pas non plus son téléphone à moins de pouvoir scinder en deux puis faire comme sur l'ordinateur, faire un deuxième utilisateur. Et on va faire attention quand on va télécharger les applications. On va les télécharger sur des sources fiables. Ça, je vais y revenir dans un instant. Si on a à communiquer par texto avec des collègues, ce qui est conseillé, c'est l'utilisation d'outils qui vont chiffrer les communications. Donc, un de ces outils-là, ce n'est pas le seul, mais c'est Signal qui est quand même assez bien reconnu. Un autre élément clé va être de faire une navigation sécurisée depuis notre poste de travail corporatif ou notre poste de travail à la maison. Dépendamment des solutions qui sont installées de manière corporative, des fois, l'employeur est encore capable de sécuriser la navigation, mais parfois, il n'est pas capable de la sécuriser. Donc, important d'être davantage prudent qu'à l'habitude dans le présent contexte. Un peu comme pour les applications de téléphone, on peut se demander, quand je les télécharge, dans ce cas-ci, des extensions sur mon navigateur, est-ce que c'est sécuritaire? Il y a des éléments clés à valider, autant pour les applications mobiles que pour les extensions. Et on va regarder des éléments clés. Est-ce que, ici, c'est juste une extension à titre indicatif, est-ce qu'il y a beaucoup de téléchargements de cette application-là? Ce n'est pas le seul indicateur, mais ça peut donner une crédibilité. Entre 2 millions de personnes, puis s'il y a 10 personnes, ça pourrait faire la différence. En termes de notes, on est-tu quelque chose qui est à 5 sur 5, 4 sur 5, ou bien non, on est à 1 sur 5? Fait que ça peut être un indicateur également qu'il y a un problème puis que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas légitime. Quand on va dans les commentaires, est-ce que c'est des commentaires positifs? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y en a qui disent It's a scam, attention virus? Si vous n'avez pas pris le temps de regarder les reviews, vous pourriez peut-être télécharger quelque chose qui est inadéquat. Est-ce que ça a été mis à jour récemment? Fait que là, normalement, vous avez tout le temps une section qui dit la dernière mise à jour de l'extension ou la dernière mise à jour de l'application. Fait que ça, si ça n'a pas été mis à jour depuis 4 ans, il y a peut-être un problème avec ça. Même si c'était une application légitime, il y a peut-être des vulnérabilités qui ont apparu depuis ce temps-là. Donc, ça devient problématique. Toujours dans la navigation sécurisée, on va vouloir être attentif quand il y a des changements ou des pop-up qui apparaissent sur notre navigateur. Et si je vous donne un exemple,
si vous êtes branché en Wi-Fi et que soudainement, vous voyez ce type de fenêtre-là, comme quoi que votre connexion n'est pas privée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'insérer dans le Wi-Fi puis qui veut récupérer probablement votre utilisateur puis votre mot de passe. Ici, en haut à gauche, on voit que le HTTPS apparaît, mais qu'il y a un gros X dessus. Fait que ça, c'est vraiment un signe, là, on arrête là. Il y a vraiment quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer. Puis ça, ce truc-là est valide autant pour le volet personnel. Si vous êtes en train d'utiliser un outil professionnel puis qu'il y a la même fenêtre qui apparaît, danger, danger, là, vous appelez votre service informatique à ce moment-là. Un autre problème qui survient régulièrement, ça survenait avant aussi, mais là, c'est exacerbé. Là, on recevait des gens au bureau. Ils nous donnaient des documents qui contenaient peut-être de l'information confidentielle. On est dans la période des impôts, là, ça a été annoncé que ça allait être extensionné, mais on pense à tous les cabinets comptables, peut-être que les gens allaient porter les documents directement. Et là, ben, finalement, ils se disent, ah, ben, je vais tout envoyer ça par courriel. Puis là, ben, d'une manière corporative aussi, on commence à faire plus d'échanges par courriel qu'auparavant. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le courriel, ce n'est pas fait pour faire des transferts de renseignements personnels. On va plutôt utiliser des outils corporatifs, puis là, ça va tout le temps dépendre de comment votre bureau est. Si vous faites partie de ceux qui utilisent Office 365, ça pourrait être par Teams, par SharePoint, par OneDrive, mais on va vouloir prioriser vraiment l'outil corporatif qui a de la gestion des accès. Un courriel, de un, ce n'est pas garanti qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être capable de l'intercepter entre le moment qu'on l'envoie et que l'autre personne le reçoit. Et après ça, quelqu'un peut l'envoyer à quelqu'un d'autre. Après ça, on peut se tromper de destinataire. Il y a plein de choses qui peuvent survenir à ce moment-là. Donc, c'est quoi les alternatives par contre? Quand on a des transferts occasionnels, on n'a pas d'outils corporatifs, bien, là, ici, c'est à valider si c'est quelque chose qui est autorisé par votre employeur plutôt, mais on est dans une situation exceptionnelle en ce moment. Donc, ça peut être un zip chiffré avec un mot de passe. On prend les informations confidentielles, on zip ça avec un mot de passe, mais bien sûr, là, il faut utiliser un mot de passe complexe selon les bonnes pratiques, au moins 8 de long, idéalement plus 12 et plus, qu'on ne sera pas capable de deviner. On peut peut-être faire un PDF qui va être chiffré. Il y a des outils comme Adobe, version commerciale, qui permet d'amener une protection directement sur le fichier PDF. Par contre, ce que je vois souvent, c'est que les gens vont envoyer le zip chiffré dans un courriel et après ça, dans un deuxième courriel, vont envoyer le mot de passe. Donc, à éviter totalement. On va utiliser un autre moyen de communication pour envoyer le mot de passe. Idéalement, ça serait d'appeler la personne, lui donner le mot de passe vraiment en lui parlant ou par texto. Puis par texto, on se rappelle qu'on a peut-être installé Signal, donc on sait que le mot de passe va être chiffré quand il va être envoyé jusqu'à l'autre personne. Donc, c'est d'avoir deux moyens de communication différents. J'ai aussi souvent la question à savoir, ah ben là, dans ce contexte-ci, j'ai un gros fichier, il ne passe pas par courriel. Est-ce que je pourrais utiliser un outil comme WeTransfer qui supporte, je pense, une affaire comme 2 gigs ou plus? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, WeTransfer, il y a eu une brèche de sécurité en 2019 qu'on a envoyé un document à quelqu'un puis ce n'était pas la bonne personne qui recevait le lien pour le télécharger. Puis c'est pas parce que le lien est HTTPS quand on le télécharge ou qu'on l'envoie plutôt que tout le processus est sécurisé. Parce qu'après ça, il suffit que la personne envoie son courriel à quelqu'un d'autre, puis la pièce ou les renseignements personnels vont être compromis. Donc, c'est vraiment pas un outil idéal. Le seul cas où ça pourrait être utile, si on est vraiment dans une situation d'urgence, eh bien, on va le chiffrer avant. Donc, on prend le fameux outil pour faire un zip chiffré avec un bon mot de passe. Puis là, après ça, on l'envoie dans WeTransfer. Mais on va vraiment prioriser les outils corpaux avant d'en arriver là. Maintenant,
Il y a aussi d'autres outils corporatifs pour faire le chiffrement des courriels, sauf que ça déborde vraiment toutes les choses que je voulais dire aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, je vous invite à demander à votre organisation pour pouvoir se doter d'un outil comme ça si c'est quelque chose qui est récurrent. Dans les autres éléments clés qu'il va falloir faire attention, on l'a quand même un peu abordé au début, c'est l'hameçonnage. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans plus du tiers des cas, c'est le principal vecteur d'un incident de sécurité, selon une étude de PwC. À titre d'exemple, il y a beaucoup de courriels de type Office 365 qui peuvent être envoyés, puis ça va être un faux courriel qui demande à la personne soit de mettre à jour son mot de passe ou bien d'aller effacer de l'information à l'intérieur de sa boîte parce que sa boîte de courriel est pleine. Puis là, ben, quand la personne va cliquer, elle va fournir son utilisateur mot de passe, puis là, ben, elle vient de donner son mot de passe d'entreprise, et là, le pirate est capable de se brancher à distance, à part si on a mis en place la fameuse authentification à 2 facteurs. Maintenant, là, on se promène avec des portables. C'est certain que ça se peut qu'on reste beaucoup à la maison, mais peut-être qu'il va y avoir des déplacements. Est-ce que notre portable est à la vue? Puis même à la maison, peut-être qu'on reçoit de la visite et on va vouloir éviter que les gens qui n'ont pas d'affaires puissent accéder à notre ordinateur portable. On peut le mettre dans un casier barré à la maison. Sinon, une alternative, si jamais vous avez Windows 10 professionnel, c'est d'activer un module qui s'appelle BitLocker. Ça peut être un peu technique, donc je vous invite, si vous n'êtes pas en informatique, de vraiment demander à quelqu'un en informatique de vous le configurer adéquatement. Ou bien, justement, il y a la solution corporative qui peut être également faite si on parle des postes corporatifs. Si vous êtes du côté plus que vous avez quand même le contrôle de votre poste à la maison, bien, quand vous êtes dans Explorateur Windows, il y a des menus pour aller activer BitLocker. Puis, un élément important, ça va être d'enregistrer un fichier de backup que vous allez mettre soit sur une clé USB qui est barrée, ou vous allez imprimer une feuille qui contient le code de secours au cas où que vous ne vous rappelleriez plus de votre mot de passe BitLocker. Puis ça, il s'active, le BitLocker s'active au démarrage de l'ordinateur. Puis tant qu'on n'a pas rentré ce code-là, ben, on n'est pas capable d'accéder à aucune donnée. Fait que ça, c'est foolproof là, pour les voleurs en tant que tels, les gens qui seraient trop curieux. Idéalement, on ne veut pas transférer de l'information par clé USB. Mais là, on est dans un contexte spécial. Si jamais vous êtes amené à transférer des données sur une clé USB, c'est un peu la même chose. On peut appliquer des processus de chiffrement comme le BitLocker que je parlais. Si vous avez Windows 10 professionnel, vous allez être capable d'activer ça. Un autre type d'enjeu, ça peut être les documents confidentiels qu'on imprime. Donc, là, oui, on travaille beaucoup virtuel, mais on finit par imprimer. Donc, est-ce que ça va être à la vue des enfants, ces documents-là, s'il y a des renseignements personnels, si c'est un document médical, mettons les ressources humaines, là, peut-être qu'il y a des renseignements médicaux sur un employé, c'est très adéquat dans le contexte de COVID-19. Ben, il va falloir adopter une politique de bureau propre si jamais votre employeur ne vous l'a pas déjà imposé. Donc, on va ranger ces documents-là dans un espace classé, barré, une fois qu'on va avoir terminé de travailler. Également, s'il y a des documents qu'on n'a plus besoin, on ne les met pas au recyclage à la maison. Il va falloir se doter d'un outil, d'une déchiquetteuse qu'on aura peut-être, qu'on va s'être fait shipper de chez Bureau en gros pour détruire ces documents-là et non pas pour éviter que des gens consultent ces renseignements-là et fouillent dans notre recyclage. Un autre volet important, c'est les backups. Donc, on va autant que possible travailler en ligne dans les outils officiels corporatifs. Et en même temps, ça a l'avantage de s'assurer qu'il est backupé. Puis ça va avoir l'avantage d'éviter d'avoir des données sensibles localement sur notre ordinateur. Sinon, ben, on va oui, on va travailler local, mais on va sauvegarder régulièrement parce que là, si jamais il nous arrive quelque chose, on va perdre les données.
Et il pourrait y avoir des exceptions à ça, notamment, surtout dans le contexte actuel, s'il y a des documents qui sont considérés essentiels à la continuité des affaires, une ligne, une liste plutôt de téléphones qui devrait, avec l'ensemble des collègues de travail, si jamais nos autres outils ne fonctionnent pas, ben, au moins on est capable de continuer en appelant les gens ou en leur envoyant un texto, par exemple. Par contre, si jamais on a eu besoin de mettre des documents sensibles sur notre ordinateur, puis que c'était, par exemple, pas un ordinateur corporatif, il existe des outils, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, pour effacer de manière assurée l'information confidentielle qui aurait été sur notre dispositif personnel. Par contre, il y a beaucoup d'outils que je vous parle aujourd'hui que oui, peut-être d'un point de vue personnel, c'est considéré acceptable d'installer sur son ordinateur, mais ça ne l'est peut-être pas si c'est le poste corporatif. Donc, je vais vous inciter à demander à votre gestionnaire ou bien à votre équipe informatique si les logiciels dont on a parlé aujourd'hui sont appropriés à votre contexte, parce que ça se pourrait que votre employeur aille d'autres logiciels ou aille peut-être des licences pour quelque chose qui est également approprié. Maintenant, on va regarder plus le volet pour le rôle des décideurs. Donc, du côté des décideurs, bien sûr, il va falloir communiquer clairement les règles qui sont à appliquer dans l'organisation, surtout dans le contexte du télétravail. On va solliciter les employés pour qu'ils nous partagent les embûches qu'ils vont vivre parce qu'il va y avoir toutes sortes de situations qu'on n'avait pas auparavant. On est tout en train de réajuster nos processus d'affaires dans la situation actuelle. Donc, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues. Donc, sollicitez-les pour qu'ils vous le partagent pour éviter d'avoir un comportement qui serait à risque. Et on va devoir s'ajuster du côté des décideurs pour fournir des outils, les outils nécessaires et adaptés dans un contexte de télétravail, mais bien sûr en ayant tout le temps la sécurité en tête. Les directives, il va falloir envoyer assez rapidement, si ce n'est pas déjà fait, les directives sur ce qui est considéré acceptable ou pas à faire en contexte de télétravail. Bien sûr, là, je ne tomberai pas dans le détail de chacun de ces éléments-là parce que ça entrecoupe beaucoup la première partie que je vous ai parlé dans les dernières 40 minutes environ. Et il va falloir évaluer ce qui est acceptable ou pas en fonction de la sensibilité de l'information. Donc, quelque chose qui est ultra confidentiel, ça se pourrait qu'on dise non, ça, tu ne pourras pas accéder à distance, puis rentre temporairement au bureau une demi-journée pour faire cette partie-là, puis après ça, reviens en télétravail, à titre d'exemple. Mais pour d'autres documents, ben là, ce serait considéré OK. Maintenant, on va regarder quelques éléments clés que les décideurs devraient avoir en tête. Un des enjeux qu'on a vu dans les derniers jours, c'est que les entreprises qui ont déjà amorcé le switch vers le télétravail massif, c'est le fait que la charge a augmenté sur les équipements, autant sur des équipements de coupe-feu, par exemple, localement qui seraient installés au bureau, que sur des outils cloud qui, normalement, n'ont pas de problème. On pourrait penser là-dessus, Teams, de Microsoft qui a eu des problèmes du côté européen dans les derniers jours et on pourrait penser peut-être que ça pourrait survenir également de manière importante du côté de l'Amérique du Nord prochainement si ça n'est qu'à perdurer puis que tout le monde switch en télétravail. Et si vous pourriez peut-être communiquer à vos employés ou à l'équipe informatique, à tout de moins, cet outil-là qui s'appelle Down Detector. Regardez, faites une recherche Google et c'est un site spécialisé où ce que les gens peuvent rapporter des problèmes sur des sites web. Puis là, on peut voir une tendance plutôt, à savoir est-ce qu'il y a plein de gens qui se plaignent que c'est planté. Donc, ce serait un indice, effectivement, là, qu'il y a un problème qui se passe avec un outil cloud en particulier. Vous pouvez voir la flèche en haut à droite. Vous pouvez personnaliser en fonction du pays. Donc, les stats vont dire, ben, au Canada, il y a tant de gens qui se sont plaints, par exemple.
Et il y a également une map monde qui existe, puis ça, c'est la map monde en date d'aujourd'hui sur la disponibilité ou les problèmes en lien avec Microsoft Teams. Puis là, ben, on voit que du côté européen, clairement, il y a des problèmes en ce moment. En lien avec ça, on va penser à la continuité des affaires. Aujourd'hui, c'est sûr, je n'aurai pas le temps de vous expliquer en long et en large c'est quoi la continuité des affaires puis comment mettre ça en place. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, il va falloir que vous listez les systèmes critiques de votre organisation si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que c'est aussi un système qui est dans le cloud? Est-ce que c'est un système qui est installé dans vos bureaux? S'il est installé dans vos bureaux, est-ce que vous avez tous les gens du côté de l'informatique qui sont disponibles pour le remettre en place si jamais il n'était plus disponible? Un autre élément clé qu'on va regarder, c'est combien de données que vous pouvez perdre sans trop d'impact. S'il y a trop d'impact, ben là, on va peut-être réajuster la stratégie de sauvegarde pour éviter de perdre des données. On va regarder combien de temps que je peux me passer de ce système-là. Est-ce que ça remet en question la survie de l'organisation si jamais ce système-là critique n'est pas disponible pendant 24 heures ou je pourrais m'en passer pendant une semaine, à titre d'exemple. C'est comme ça qu'on va prioriser l'ensemble des systèmes critiques de notre organisation. Et en préparation, au cas où qu'il arrive quelque chose sur ce système critique-là, on va regarder c'est quoi les processus alternatifs si jamais il n'est plus disponible. Tantôt, on parlait du cas de Teams. Si toute la business est faite pour que les gens puissent communiquer uniquement par Teams, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une autre méthode. Notamment, ben, ça pourrait être d'avoir une liste de l'ensemble des numéros de téléphone des employés, surtout dans ce cas-ci. Puis là, ben, on va vouloir documenter. Là, c'est certain que dans le contexte d'urgence aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile, mais si vous avez la chance, au moins d'avoir la réflexion puis de commencer à faire un plan si jamais il y a quelque chose qui se réalise à ce point de vue-là. Et bien, on va ajuster aux besoins différents éléments comme la fréquence des sauvegardes, les technologies de synchronisation, la répartition géographique. C'est plus difficile dans le contexte actuel, mais c'est quand même des choses auxquelles il faut penser, surtout si c'est une situation que la pandémie perdurerait. Dans d'autres, rapidement, quelques éléments clés. On parlait d'antivirus tout à l'heure, comment l'installer, le choisir, si c'est localement sur notre ordinateur, mais du côté corporatif, il va falloir surveiller la console centralisée des antivirus. Normalement, on voit tout ce qui est installé, toutes les alertes. Étant donné que tout le monde est à la maison, ben là, il va falloir surveiller ça adéquatement. Il y a encore plus de chances d'infection en ce moment. Il va falloir également valider du côté de l'équipe informatique si toutes les mises à jour automatisées fonctionnent toujours. On était habitué, les postes revenaient, ils partaient peut-être une semaine, mais là, les postes revenaient au bureau, puis là, la mise à jour s'installait. Mais dans le contexte remote comme on est aujourd'hui, est-ce que ça s'installe encore? Fait que posez-vous la question. Un autre élément clé, ça va être de rendre disponibles les outils corporatifs qui sont installés à l'intérieur des bureaux, accessibles à vos employés. Puis pour ça, c'est la technologie VPN. J'espère que vous avez déjà cette technologie-là de disponible. Là, il va falloir bien sûr la configurer sur un ensemble pour un ensemble de personnes. Et pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi un VPN, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sorte de tunnel dans lequel l'ensemble des communications vont traverser l'Internet entre la maison et le bureau. Et ça va éviter que les pirates puissent justement lire l'information qui est échangée. S'il y a des mots de passe qui ne sont pas suffisamment sécurisés, s'il y a de l'information confidentielle, bien là, à l'intérieur du tunnel, tout va être totalement protégé. C'est à ça que ça sert. Et exactement comme je le présentais ici, éviter le vol des mots de passe, les fuites de données, mais surtout parce que les entreprises, je pense aux PME, là, qui n'ont peut-être pas le VPN de disponible en ce moment, il ne faudrait pas rendre disponibles les postes de travail et les serveurs disponibles directement sur Internet, notamment par le protocole RDP qu'on appelle, qui fait que c'est une fenêtre virtuelle, puis que là, sans autres moyens alternatifs de VPN, soudainement, on a accès à notre poste
Les pirates raffolent de ça. Ils surveillent sur Internet toutes les postes qui sont disponibles directement pour ensuite s'authentifier puis à mettre en place un rançongiciel, par exemple. Donc, d'un point de vue corporatif, le Wi-Fi, donc, pour ceux qui devraient quand même sortir puis aller utiliser un Wi-Fi public, même si on est limité. Donc, on va utiliser le moins possible les Wi-Fi publics. On va prioriser l'utilisation du réseau cellulaire ou bien on va normaliser un outil VPN, par exemple NordVPN, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. C'est possible également que vous soyez en train de déployer des ordinateurs portables en ce moment. On a vu que le gouvernement du Québec est en train d'acheter des milliers de portables. Donc, au moment de l'installation puis qu'on fait le déploiement, ça pourrait être un bon temps pour soit mettre BitLocker, mais ce n'est pas obligé, là, ça peut être un autre outil. Il existe d'autres outils pour en profiter pour chiffrer les ordinateurs avant même de le donner à l'employé. Un autre élément aussi qui pourrait être dans vos angles morts, c'est quoi votre processus de réinitialisation des mots de passe? Avant, souvent, on peut dire, bon, si tu n'es pas capable de donner la preuve que tu es bel et bien telle personne, au moins présente-toi à l'équipe informatique, puis ils vont te regarder, ils vont voir, oui, tu as ta carte. Sauf que là, tout le monde est à distance en ce moment. Donc, je n'ai pas toutes les solutions ici parce que ça peut varier d'une organisation à l'autre, mais assurez-vous que quand il y a quelqu'un qui va demander une réinitialisation de mot de passe, qu'on soit sûr que c'est la bonne personne et qu'elle n'est pas en train de se faire usurper son identité. Également, un des angles morts en ce moment, c'est qu'on commence à déployer toutes sortes de nouveaux outils peut-être qu'on n'utilisait pas auparavant. Puis, on va se poser la question, est-ce qu'ils sont sécuritaires? Ça va être important de bien les évaluer. Et on s'en doute beaucoup, c'est qu'étant donné la situation à risque, il va falloir que vous, en tant qu'employeur, puis du côté des décideurs, vous preniez la peine de sensibiliser les employés. Puis là, on est tous à distance, donc il va falloir que ce soit des webinaires, soit quelque chose qui est dans une application qui est déployée par le cloud, soit par un intranet, soit qu'on fait ça par courriel. Tous les moyens sont bons. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, nous autres, on est quand même capable de vous accompagner là-dedans en termes de sensibilisation. Une plateforme comme Zoom, par exemple, vous pourriez utiliser ça aussi pour permettre de connecter l'ensemble des gens puis vous parler des différentes thématiques de cybersécurité. Un des éléments qu'il va falloir que vous communiquiez également à vos employés, c'est le plan de gestion d'incidents. Qu'est-ce qu'il doit faire la personne? Qui qu'elle contacte si jamais elle pense qu'il y a une fuite de données potentielle ou présumée? Est-ce qu'on sait à qui divulguer? C'est un élément clé. Donc, je vois que je ne suis pas si pire finalement dans mon timing parce que là, maintenant, on est rendu à se poser la question, est-ce que vous êtes prêt avec toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui? Je suis certain qu'il y a plein de questions, puis je pense que je suis rendu à 30 questions que je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Je voulais au moins m'assurer de rentrer dans le temps. Avant de tomber à la période des questions, je voudrais juste conclure. Il va falloir faire attention parce que les tentations de contourner les règles sont quand même assez grandes. Donc, à tout de moins du côté des employés, peut-être valider une situation avec votre gestionnaire, avec l'équipe informatique, ça se peut que ça ne respecte pas exactement ce qui est écrit dans la doc, mais au moins allez chercher un autre avis pour savoir si dans le contexte actuel et exceptionnel en ce moment, si c'est quelque chose qui pourrait être acceptable. Rappelez-vous que la cybersécurité, c'est vraiment l'affaire de tous, autant les décideurs, autant l'équipe informatique que les employés qui travaillent présentement à la maison. Je vais me permettre de conclure pour au moins présenter un petit peu plus qu'est-ce que nous, on fait chez CyberSwat. Rapidement, notre offre de service est séparée en 3 volets. Donc, dans un premier temps, on fait l'évaluation du cyberrisque en fonction de votre contexte et des données que vous avez. On peut également vous amener dans le volet prévention pour mettre en place les recommandations suite à l'évaluation du cyberrisque. Là-dedans, ça inclut la sensibilisation à la sécurité, un peu sous la forme
qu'on a faites aujourd'hui ou bien dans une plateforme web que les gens font à leur rythme. Et finalement, il y a le volet gestion d'incidents de sécurité, que c'est soit vous accompagner quand il y a un incident ou idéalement, c'est plus dans la préparation du plan d'incident de sécurité. Donc, que vous sachiez quoi faire, c'est quoi les prochaines étapes si jamais il arrive quelque chose. Si jamais il y en a qui voudraient sensibiliser leurs employés, sachez que nous, on a une entente avec Extra Formation, qui a un programme qui est subventionné par Emploi Québec, qui permet aux employés de suivre une série de 8 webinaires d'1h30 pour approfondir chacun des aspects qu'on a vus aujourd'hui. La date limite est le 7 avril. Je vous invite à taper Extra Formation, cybersécurité, puis vous allez sûrement tomber sur ce programme-là. Le programme que je vous parle, qui est financé par Emploi Québec, c'est du côté davantage du Bas-Saint-Laurent, par contre. Donc, pour les villes comme Matane, Rimouski, La-Pocatière, tout ce secteur-là. Sinon, si vous avez d'autres besoins, vous pouvez toujours me contacter, puis on verra voir si on est capable d'arranger quelque chose. Maintenant, un des éléments importants, c'est que j'ai un peu une annonce à faire. C'est que dans les prochains jours, on va offrir une nouvelle offre de service qu'on n'avait pas auparavant. Une offre de service qui va aider les PME à pouvoir protéger leurs informations, éduquer les employés, qui va être 100% en ligne et il va y avoir différentes options, mais à partir de 150 $ par mois. Dans le contexte actuel, le fait que ce soit 100% en ligne, en tout cas, j'espère que ça va vous aider à passer au travers puis à pouvoir y voir plus clair dans tout ça. Pour ceux qui voudraient continuer à en savoir plus sur CyberSWAT puis la cybersécurité, je vais vous inviter soit à nous suivre sur notre page Facebook, vous allez chercher CyberSWAT. Ensuite, ça peut être également par LinkedIn ou pour ceux qui sont des grands lecteurs, vous pourriez aussi aller voir nos différents articles de blog et s'inscrire à notre mailing list si ce n'était pas déjà fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là et j'espère bien qu'on va réussir à répandre la bonne nouvelle et faire en sorte qu'on va protéger, en plus des personnes, leur vie, empêcher d'être dans le système de santé. On va protéger notre information pour que nos entreprises conservent leurs valeurs le plus possible et n'aient pas besoin de mettre un genou à terre encore plus que c'est le cas aujourd'hui. Donc maintenant, je vais prendre la peine de regarder davantage la section des questions et voir s'il y a des choses que je n'aurais pas répondues. Je vois que j'ai 36 questions non répondues. Donc, je vais faire le tour de ça. Et si vous aviez des questions encore, n'hésitez pas, puis je vais passer au travers. Intéressant ici. J'ai une question où ce qu'on m'indique, après la crise, est-ce que les organisations, à ma connaissance, se préparent à un plan de nettoyage massif après l'événement, de désinfecter les postes, de faire des campagnes de suppression de données sur les équipements? Je pense qu'en ce moment, il n'y a personne encore qui a vraiment eu le temps de penser à ça. On est plutôt en train de s'ajuster à la situation. Mais c'est un excellent bon point, puis c'est quelque chose que les décideurs devraient garder en tête à commencer à plancher, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'assurément, ces postes-là, même si des postes corporatifs, il y a plus de chances qu'il y ait eu des infections que s'ils étaient au bureau, surtout dans le contexte où ça a été un peu désorganisé, tout ce mouvement-là. Donc, une bonne chose à penser. Justement, j'avais quelqu'un qui me demandait si on a toujours Windows 7 ou moins, est-ce qu'on devrait quand même utiliser ces ordi-là? Moi, je le déconseille là, vraiment parce qu'il y a plusieurs vulnérabilités. Donc, vous mettez vraiment à risque votre employeur là-dessus. Il y a quelqu'un qui me demande si du côté de Malwarebytes, si c'est un outil qu'on peut faire confiance. Effectivement, Malwarebytes fait partie des outils qui ont une bonne réputation sur le marché. Et même dans certains cas, on va conseiller d'avoir et un antivirus et avoir Malwarebytes, soit en mode actif ou à tout de moins de
tester de manière, mettons, à tous les jours, une fois par semaine. D'ailleurs, Malwarebytes a une version gratuite que les gens peuvent télécharger et faire un scan à intervalles réguliers. Par contre, juste avoir Malwarebytes en mode gratuit, non actif, n'est pas jugé suffisant. Ça prend soit une version active là, en temps réel ou bien un autre antivirus supplémentaire. On me demande c'est quoi le navigateur le plus sécuritaire en ce moment. Il y a certaines évaluations qui ont été faites, puis il y a des, je ne dirais pas des contradictions, mais plutôt des choses qu'on va mettre un contre l'autre parce qu'il y en a qui sont considérés sécuritaires, mais un peu moins respectueux de la vie privée. C'est quand même le cas de Google Chrome, par exemple, qui, de manière générale, est assez sécuritaire, mais on connaît Google récupère quand même beaucoup d'informations. Donc, dans ce contexte-là, il y en a un autre qui est Firefox, qui fait quand même très bonne figure parce que pourrait être considéré aussi sécuritaire, sinon plus, mais respecte beaucoup plus la vie privée des utilisateurs. Donc, de ce point de vue-là, globalement, Firefox gagnerait de ce point de vue-là. J'ai une très bonne question. Souvent, ça vient de la même personne qui va se reconnaître. Donc, en ce moment, dans le contexte de la pandémie, il y a beaucoup d'échanges téléphoniques. Est-ce que j'ai des trucs ou des conseils pour s'assurer qu'on parle à la bonne personne? Puis comment qu'on authentifie un téléphone dans le contexte du travail à distance? Là-dessus, je vais improviser un petit peu là, ce qui me vient en tête. C'est sûr que déjà d'avoir à l'avance la liste des téléphones des personnes qu'on est capable de rejoindre ferait en sorte qu'on pourrait confirmer et envoyer un texto à cette personne-là puis dire, bon, ben confirme-moi que le message que je viens de t'envoyer. Fait que là, on est au téléphone, on envoie le texto. Puis elle dit, OK, oui, c'est le bon message, elle est capable de me le répéter. Donc là, on est presque sûr, en tout cas, qu'on parle à la bonne personne, à tout de moins être en possession du téléphone de la personne à qui on envoie, on appelle généralement. Donc, ça pourrait être un moyen d'authentifier quelqu'un, qu'on soit au téléphone, qu'on soit peut-être en courriel. Là. Puis, comme ça pourrait peut-être être une façon alternative de fonctionner pour valider l'identité d'une personne quand on fait un fameux reset de mot de passe, notamment. C'est une idée que je lance comme ça. Il n'y a pas de façon de faire parfaite en ce moment. Ce n'est que des compromis qu'on essaie de trouver. J'ai quelqu'un qui me demande comment on devrait répondre à un employé qui veut apporter sa tour au complet à la maison. Donc, au lieu que ce soit l'ordinateur portable. Ben, à la fin, c'est la même chose que si c'est un ordinateur portable. Donc, si dans un contexte, on autorise les gens à amener un ordinateur portable à la maison, à moins d'un contexte particulier, je ne verrais pas pourquoi elle ne pourrait pas amener sa tour. Mais là, je ne connais pas votre contexte, je ne sais pas c'est quoi la sensibilité de l'information. Toutes les autres règles que j'ai parlé pour les ordinateurs portables, par contre, vont s'appliquer. Donc, idéalement, ça serait de chiffrer le disque dur de cet ordinateur-là au cas où que l'ordinateur se ferait voler. Assurément, pendant qu'on va le transporter du bureau jusqu'à la maison, on va avoir un œil dessus tout le long, donc on n'ira pas arrêter, faire une commission en même temps, au cas où qu'on se ferait défoncer son char, par exemple. Donc, c'est ce type de préoccupation-là que j'aurais en tête. Mais bien sûr, c'est à ajuster dans le contexte de chaque organisation, puis à quelles informations sont manipulées et à quoi sert l'ordinateur. On me demande qu'est-ce que je pense de TeamViewer. Du côté de TeamViewer, à certaines époques, il y a eu quand même quelques vulnérabilités, mais ce qu'on va vouloir éviter comme configuration, c'est un TeamViewer qui est, admettons, sur un ordinateur au bureau qui est en attente que quelqu'un se connecte puis qu'il n'y aurait pas un mot de passe adéquat
avant de s'authentifier dans TeamViewer. Normalement, dans TeamViewer, on est capable d'activer aussi l'authentification forte à 2 facteurs, donc en 2 étapes. Comme je l'expliquais lors de la présentation, le fait qu'on ait un mot de passe puis qu'on a un deuxième code à entrer, que ce soit un texto qui est peut-être un peu moins sécuritaire, mais peut-être un Google Authenticator. Fait à valider avec TeamViewer la configuration exacte, mais je me souviens qu'il supporte ce niveau d'authentification-là. Pour ce qui est de la transmission de l'information comme telle, le fait que l'image affiche et tout ça, ça c'est quand même, aux dernières informations que j'ai vues, considéré adéquat. On me demande un peu dans le même sens, est-ce que Skype est une application sécuritaire? C'est bien sûr, il va falloir utiliser les versions récentes de Skype, mais je ne vois pas d'enjeu particulier. Microsoft a cet outil-là dans sa gamme de produits. Bien sûr, si on a des contrôles corporatifs qu'on est capable d'activer parce qu'on a des licences Microsoft, le niveau de confiance qu'on va appliquer à ça va être égal à la complexité du mot de passe que les gens ont à entrer, le fait ou pas qu'on aille activer l'authentification à 2 facteurs. Donc, c'est ce que je pourrais dire là-dessus en général, mais chaque cas est unique. J'ai une question à l'effet si j'ai des recommandations pour des solutions gratuites et à faible coût pour des tests de phishing à envoyer aux employés. Donc, faire, si je vulgarise, là, des tests d'hameçonnage ou ce qu'on envoie par exprès en le prévoyant des faux courriels pour tester si les gens sont en train d'ouvrir ces courriels-là et de fournir de l'information. Ben, je vais vous dire s'il y a des solutions qui sont gratuites. Je ne suis pas certain de la qualité que ça peut générer. Par contre, je vais quand même me permettre de dire que nous, on en fait des tests de phishing. Puis ça dépend, le prix va varier en fonction du nombre d'employés comme tel et le niveau de personnalisation qu'on va faire au faux courriel qu'on va envoyer. Puis après ça, ben, on émet un rapport qui permet de voir combien de personnes ont été capables d'ouvrir ce courrier, on l'ont ouvert, combien ont cliqué, combien auraient fourni de l'information, notamment. Et on demande aussi par rapport à la formation en cybersécurité, si on parle plus de la formation des employés, comme je le parlais, là, il y a des ateliers possibles avec extra formation. Sinon, nous, de notre côté, on en donne soit en webinaire, un peu comme aujourd'hui, qu'on est capable de faire à distance, sous différentes formules, fait que ça, ce serait à discuter. Et il existe aussi une plateforme web sur lesquelles les gens peuvent faire des capsules. Et ça, nous, on a justement un produit de ce type-là qui fait en sorte que les gens, au lieu d'être tous synchronisés en même temps pendant 2 heures, ils peuvent le faire à leur rythme. Je vois qu'il y a autant de questions qui s'ajoutent presque à la vitesse là, que je réponds. Fait qu'on je ne sais pas si on va y arriver un jour, mais ça démontre l'intérêt d'aujourd'hui. Malgré toutes les réponses que j'ai répondues, je pense que j'ai encore 20 quelques questions en attente. J'ai une longue question qui concerne là, le fait de se connecter en RDP. En plus, la question est anonyme, là, fait que je ne sais pas qui m'a le demandé, mais ce que j'en comprends, là, c'est une entreprise duquel ils se connectent en premier en VPN vers le bureau et par la suite vont ouvrir une connexion RDP sur le poste de travail qui est dans l'entreprise. De mon côté, je trouve que c'est la bonne façon de procéder et non pas de les rendre disponibles directement sur Internet. Dans cette même question-là, on me demande, si je crois comprendre, si ça prendrait quand même un antivirus sur l'ordinateur personnel qui est utilisé à la maison. Je vais le conseiller parce que si la personne a besoin de taper un mot de passe, par exemple, dans son outil VPN, puis qu'il y a un virus qui a été installé puis qui récupère le mot de passe, ben, on pourrait être en problème.
on me pose la question, quel type de plateforme de visioconférence que je recommanderais? Bien sûr, chaque cas, vous devez regarder là, si c'est adéquat dans votre contexte. Par contre, de mon côté, une plateforme comme Zoom qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, aujourd'hui, on est plus en train d'utiliser le module webinaire. C'est pour ça qu'on n'est pas tout avec la caméra allumée, mais Zoom a également un module meeting. Puis après ça, ça dépend de comment on va l'utiliser. Pour ce qui est du chiffrement des données lors du transfert de l'information, c'est en ce moment, en tout cas, aux dernières nouvelles, adéquat. Par contre, ça dépend si on va activer un certain niveau d'authentification pour que les gens puissent joindre la visioconférence. Donc, si on a des préoccupations de ce point de vue-là, s'assurer que seules les personnes autorisées puissent joindre la visioconférence, bien là, dans le processus de création d'un meeting, on va ajouter un code secret que les gens vont devoir entrer. Donc, ça, c'est un peu comme quand on est dans un pont téléphonique. Le gros avantage, par contre, en visioconférence, ben là, on peut peut-être demander aux gens d'allumer leur caméra pour être certain qu'on fait affaire avec la bonne personne. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, on aurait des préoccupations là, s'il y a quelqu'un qui s'est faufilé dans l'invitation. J'ai une question sur le fait de stocker ces données, les données nominatives, en fait, des citoyens dans le cloud et soit dans un environnement G Suite ou un autre environnement, surtout dans le contexte gouvernemental. Ben, là, je vais éviter de trop me mouiller là-dedans, mais c'est encore une question de gestion de risque. Et des moyens de sécurité qu'on va mettre en place. Certaines organisations ont des préoccupations quand on envoie les données dans un pays autre que le Canada. Et de manière générale, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que les lois dans cet autre pays-là vont être équivalentes et vont protéger les renseignements personnels au même niveau que si on était localement ici. Fait que ça, c'est les avocats qui peuvent faire cette évaluation-là dans votre contexte selon les renseignements personnels qui sont détenus. Suite à ça, ben, on peut mettre en place des moyens complémentaires pour peut-être empêcher un fournisseur infonuagique d'accéder aux données. Notamment, il y a des méthodes de chiffrement des données qu'on fait à la source et que le fournisseur n'est pas capable d'accéder aux données. Ce n'est pas tout le temps évident, là. Ça peut devenir un projet assez complexe, mais c'est là où il y a plusieurs réponses à une même situation. J'ai une question d'une personne qui me demande si c'est un bon moment pour faire un test d'hameçonnage. Le fait que chaque personne soit à la maison, c'est ce que je comprends. Oui, en fait, il faudrait combiner deux choses. Peut-être des tests d'hameçonnage, mais surtout de la sensibilisation à la sécurité. Donc, l'ensemble des employés puissent être sensibilisés par divers moyens, notamment des formations, comme j'en ai déjà parlé, pour éviter de donner de l'information sur des faux courriels, que l'attaque vise n'importe qui puis qu'il clique par hasard ou bien des fois dans une attaque ciblée. Donc, c'est complémentaire le volet hameçonnage et le volet sensibilisation. J'ai une personne qui me demande quelle solution on appelle ça MDM là, notamment, mais quelle solution de gestion des dispositifs mobiles, donc comment on gère les téléphones, les iPads de manière corporative. Donc, ces outils corporatifs-là, eux autres, permettent de justement peut-être imposer une certaine uniformisation puis imposer un mot de passe, non cœur de mot de passe, par exemple. Donc, quel produit je recommande? Moi, je ne suis pas vraiment de l'école de recommander un produit en particulier, mais ça va être beaucoup dans la façon
de le configurer. Et ça va être en fonction de la gestion du risque dans l'entreprise. Par contre, bon, il y a quand même des outils qui ressortent dans le marché qui sont assez connus, comme AirWatch de VMware ou il y a Intune de Microsoft. Puis il y en existe d'autres aussi, comme Google a sa propre plateforme de MDM également. Tant qu'à aborder ce sujet-là, il y a une distinction. Il y a des plateformes qui vont plus gérer l'ensemble du téléphone et la sécurité de l'ensemble du téléphone, faire en sorte que, bon, une fois qu'on est authentifié, là, on a accès aux fonctionnalités. Puis il y en a d'autres qui vont gérer plutôt l'application du téléphone, qui est une application sensible, qui est une application qui appartient à l'entreprise. Fait que là, ça change un peu la façon de sécuriser les choses. Puis, dépendamment des plateformes, c'est à voir, puis nos besoins d'affaires. OK. Sauf erreur, je crois qu'on a pas mal répondu à toutes les questions. S'il y a des questions dans le chat, ça se pourrait que je les ai manquées. Par contre, je vous invite là, à m'écrire un courriel au besoin. Et si jamais vous êtes intéressé par l'offre dont je parlais, qui va être offerte dans les prochains jours pour les PME, à compter de 150 $ par mois pour voir tout ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci à tous. À bientôt.